Bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est Territoire d'Info, deuxième partie de la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France et avec TV5 Monde. Notre invité politique ce matin, c'est Rachid Temal. Vous êtes sénateur Parti Socialiste du Val d'Oise et vous êtes premier secrétaire par intérim de ce parti. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Pour vous interroger ce matin à mes côtés, Oriane Mancini de Public Sénat, spécialiste politique. Bonjour. Et Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant de Perpignan, une régulière de cette matinale d'info. Et vous représentez la presse quotidienne régionale sur ce plateau ce matin. Merci Zoé. On démarre, Rachid Temal, avec Nicolas Hulot. Un article publié aujourd'hui dans le magazine Hebdo révèle une affaire d'agression sexuelle présumée concernant Nicolas Hulot. Le ministre qui a choisi de s'exprimer hier avant la publication du magazine pour se défendre a-t-il eu raison de parler ? Je ne sais pas s'il a eu raison ou tort. Ce que je note, c'est que dans ce type d'affaires, il y en a plusieurs actuellement, il est important d'entendre la parole des victimes. Mais en même temps, il est aussi important d'avoir la justice. Puisque dans cette affaire-là, comme celle d'un autre ministre, il faut qu'à un moment, la justice soit dite et faite pour laisser à la fois les victimes avoir réponse à l'ensemble de leurs questions et donc à leur d'avoir la condamnation s'il doit avoir, et pour les ministres concernés de pouvoir travailler en paix. Parce que médiatiquement, la presse ne précède pas toute forme de justice, du coup. Et c'est pour ça que j'en appelle à chacun à la responsabilité. Genre, il faut entendre la parole des victimes. Et il faut aussi permettre à la présomption d'innocence de s'appliquer. Et pour cela, la réponse, c'est le droit, c'est la justice. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, Rachid Temal, il y a une affaire Hulot ? Je ne sais pas. Tout le monde dit qu'il y a bien une personne, mais on ne connaît pas son nom. Il faut que la justice dise exactement ce qui s'est passé. Et si cette agression a été faite, et on nous explique qu'il y aurait eu un classement sans suite. Donc tout cela est assez... j'allais dire, assez flou. Classement sans suite pour cause de prescription de l'affaire. Je ne dis pas le contraire, je dis juste que tout cela, entre on ne sait pas exactement ce qu'est cette affaire, vous avez un ministre qui vient en parler en disant que ce n'est pas vrai, une victime dont personne ne se connaît, la justice disant qu'apparemment un classement sans suite, vous voyez bien que là, il y a besoin de clarification. Alors, je pense que c'est ça la nécessité aujourd'hui, c'est pas de savoir, et c'est pas mon rôle, de dire qui a raison, qui a tort, est-ce qu'il y a eu agression sexuelle. Je n'étais pas là, je n'en sais rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut maintenant clarifier tout cela. Alors, une nouvelle affaire présumée d'agression sexuelle, mais le fait que ce soit Nicolas Hulot, une des personnalités préférées des Français, est-ce que ça donne un nouveau retentissement ? Non, mais je pense que c'est pour ça qu'il faut faire attention à cela. C'est d'abord, il y a beaucoup trop d'agressions de cette nature-là dans notre pays, et donc il faut l'avoir en tête, dénoncer et condamner chaque fois que nécessaire. Et penser aux victimes. Mais dans le même temps, je dis, il faut aussi que la présomption d'innocence existe. Et donc, seul le droit peut être dit. Et c'est la justice qui doit faire ce travail-là. Personne d'autre. Voilà, donc il faut que maintenant, chacun soit sur cette ligne-là. Moi, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de dire s'il y a une affaire ou pas. Par contre, je dis, il faut que maintenant, on sache réellement ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, et que les choses avancent. Alors, autre sujet, Rachid Temal, le gouvernement dévoile sa réforme de l'apprentissage pour rendre cette filière aussi attractive que la filière générale. Est-ce que c'est une réforme que vous allez soutenir ? Vous savez, pour l'instant, il faudrait voir les textes. Ce que je sais, c'est que dans notre pays, sur la question de l'apprentissage, moi, j'y suis favorable. Et nous y sommes favorables. Parce que c'est une voie pour nombreux jeunes qui leur permettent, derrière ça, d'avoir un emploi. Et je rappelle que l'apprentissage se fait à tous les niveaux. Puisqu'on a, les uns les autres, beaucoup en tête, c'est les jeunes en situation d'échec qui vont à l'apprentissage. Je ne connais pas le cas, ce n'est plus le cas. Donc ça, c'est important de développer l'apprentissage. Après, j'ai bien noté qu'il y avait un différend dans les discussions entre l'État et les régions qui ont la compétence. Donc moi, vous le dites, le projet sera dévoilé cet après-midi. Et moi, je fais attention, j'attends de lire le texte, et après, j'ai un avis. Je ne commence pas par avoir un avis avant de lire le texte. Voilà, ce que je note juste... Mais vous le disiez vous-même, hein, on note déjà que les branches professionnelles devraient avoir alors il y a deux choses. Plus de poids au détriment des régions. Il y a d'abord la question des régions qui pose problème. Et de l'autre côté, bien sûr je comprends, mais en l'état, encore une fois, de ce que j'ai pu lire ou entendre, j'attends de voir le projet. Et après, moi je ne souhaite pas que l'apprentissage soit, j'allais dire, sous la coupe, en tout cas des branches, parce que si les branches ont un rôle, et c'est un rôle important, pour autant, la vocation, on va dire, d'intérêt général est importante. Donc il faut laisser leur poids aux régions. Bien sûr, qui financent et qui aussi, et je rappelle, il faut qu'il y ait aussi pour l'ensemble de ces jeunes une possibilité, quel que soit l'endroit où vous êtes, d'avoir accès à des bonnes formations. On ne peut pas avoir des formations bien à un endroit et pas bien à un autre endroit. C'est aussi important, notamment je sais bien qu'aujourd'hui, avec ce gouvernement, la question
d'un plan social massif pour les fonctionnaires est la norme, moi je suis attentif encore une fois à cela aussi. Le boycott de la CGT, vous le comprenez? Moi, encore une fois, je n'ai pas assisté aux réunions préparatoires et donc je ne sais pas. Ce que je dis, moi, je serais plutôt enclin à dire qu'il vaut mieux venir et puis dire derrière cela que nous ne sommes pas d'accord ou les points améliorés. Mais je laisse à la CGT et aux autres leur position, c'est leur choix. Alors, autre sujet d'intérêt général, évidemment, c'est le lancement hier par Gérard Collomb de la police de sécurité du quotidien. Est-ce que pour vous, c'est une bonne mesure, sachant qu'une trentaine de quartiers vont bénéficier de moyens supplémentaires? J'ai regardé dans le Val d'Oise 185 communes, 2 villes. Vous en êtes sénateur, c'est normal. Mais oui, mais c'est normal. Mais je rappelle que, par exemple, il y a une zone gendarmerie, 0 renforcement. Moi, encore une fois, qu'on dise qu'il faut la police de proximité, ça veut dire quoi? Ça veut dire une police qui soit sur le terrain au quotidien. On peut être que pour sur le principe. Mais toujours pareil, ça veut dire quels moyens? Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, et moi je prends là aussi le Val d'Oise, il y a des manques d'effectifs de police. Donc, si c'est pour dire, là où il y a des manques, on maintient les manques. Et là où on devient, il c'est très peu 30 quartiers en France, ça me paraît pas à la hauteur des ambitions. Surtout, encore une fois, et je le disais à l'instant, face au plan social massif sur les fonctionnaires. Les 120 000, il faut bien les retirer quelque part. Donc, si c'est des policiers en moins, des infirmières, des profs, voilà. Donc, ce gouvernement-là, j'ai bien compris, il dit tout en même temps. On va baisser massivement le nombre de fonctionnaires, mais on va faire de la police de proximité. Voilà. Alors, en fait, il y a un moment donné, il y a les réalités, le mur des réalités qui est là. Vous utilisez le terme de police de proximité, mais l'exécutif refuse complètement ce qualificatif. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est trop marqué à gauche? J'ai bien noté que ce gouvernement ne menait pas une politique de gauche. Ça vous fait bien de le rappeler. Oui. Je pourrais prendre des dizaines d'exemples. Et encore une fois, celui de la semaine dernière. C'est-à-dire quand le ministre de l'Intérieur explique que dorénavant, certaines missions des forces de police seront transférées à des entreprises privées. Ça interroge. Et quand, je le redis, plus de 120 000 fonctionnaires seront mis au chômage, en tout cas des postes ne seront plus là, ça interroge également. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de moins de fonctionnaires ou de fonctions publiques, on a besoin de plus. Et encore une fois, n'ayons pas ce procès de ceux qui sont bien. Dans notre pays, quand vous regardez beaucoup de professions, il y a un manque. L'hôpital, par exemple, l'éducation. Juste, est-ce que sur la police, est-ce que c'est uniquement également une question de nombre ou est-ce qu'il faut aussi changer la philosophie des missions qui doivent être affectées à la police? Mais vous voyez bien, là on commence, ce gouvernement, il pourrait rentrer via ce débat-là. C'est pas ce qu'il fait. Il nous dit, écoutez, magique, je gère 30 quartiers. Et les maires, moi j'en vois dans le Val ou ailleurs, disent oui, c'est bien, enfin c'est très bien, moi j'ai ce quartier-là. Mais en fait, pour le reste du département, pour tel commissariat, tel poste de police, où il y a des sous-effectifs, ce qui fait qu'aujourd'hui, les policiers ne sont pas sur le terrain. Ah, pour le coup, c'est ça la proximité. Comment on fait? Et la réponse, c'est ah oui, mais ça s'intègre dans une politique plus globale, encore avec moins de fonctionnaires. Ouais, donc le en même temps, c'est surtout sont en cours pour répondre au malaise des policiers sur le manque plus global et plus long. Des réformes sont en cours pour répondre au malaise des policiers sur le manque de moyens. Ils se plaignent aussi d'une réponse judiciaire pas adaptée. Alors c'est vrai que le gouvernement fait des réformes en cours. Est-ce que, selon vous, les réponses doivent être plus rapides? Mais oui, puisque encore une fois, il n'y a pas de réponse. Pas parce que c'est pas parce que. Excusez-moi. Demandez aux forces de police, demandez aux élus locaux et surtout demandez aux Français. Quand ils vont dans leur commissariat, dans leur poste de police, est-ce qu'il y a moins ou pas plus de policiers? Quand est-ce qu'ils les voient sur le terrain? Voilà. Oui, c'est un problème d'affectation des tâches des policiers. Vous savez qu'il y a une étude on prend le problème à qui a l'envers. indiqué qu'eux-mêmes souhaitaient avoir moins de tâches administratives. Mais sauf que, vous voyez, encore une fois, on prend le problème à l'envers. Là, le gouvernement dit il y aura moins de fonctionnaires. Et parce qu'il faut faire un peu de com', vous verrez 30 quartiers où on mettra plus de moyens. Bon. Et donc le problème de fond que vous évoquez sur comment, qu'est-ce qu'une police aujourd'hui en 2008 en France, avec à la fois des missions de proximité, mais aussi des missions de sécurité plus lourdes, notamment dans un climat avec du terrorisme. On peut avoir ce débat-là, mais c'est pas l'angle qui est pris. Alors justement, Emmanuel Macron, on va changer encore de sujet, on va aller partir un peu plus loin, du côté de la Corse. Emmanuel Macron s'est rendu dans l'île pendant 2 jours, il est resté très ferme vis-à-vis des revendications et il a même un peu heurté les nationalistes qui ont mal pris le discours qui a été prononcé. Est-ce que vous pensez que c'est une occasion ratée de rapprocher les nationalistes et la République?
Moi, je ne verrais pas ça comme ça. D'abord, je pense qu'il est important de rappeler ce qu'est notre République, une indivisible, ce qu'est la France. Et dans son histoire, savoir également que la France, c'est une vieille nation, mais qui s'est construite avec des apports de population et puis un modelage territorial, dont la Corse et d'autres régions très importantes. La question est posée, c'est du dialogue normal et naturel entre à la fois un exécutif qui a été élu et la République. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre le problème. Je ne prends pas le terme de nationaliste. Il y a un exécutif, il faut entendre. Après, il y a des choses que je ne peux entendre. Il n'y a pas de prisonniers politiques en France. Et donc c'est important de le rappeler. Et moi, je note que le 6 février 1998, un préfet de la République a été abattu. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est inacceptable. Donc à partir de là, que la Corse et que les autorités corses élues souhaitent développer économiquement, j'en suis favorable. Donc là-dessus, travaillons concrètement sur des pistes. Vous approuvez le discours qu'a prononcé Emmanuel Macron à Bastia, mercredi dernier? Moi, je ne suis pas là pour approuver ou pas Emmanuel Macron. Je vous parle de la position qui est la nôtre, nous les socialistes. Est-ce que Emmanuel Macron, qui s'est dit favorable quand même à l'inscription de la Corse dans la Constitution, est-ce que ça vous l'approuvez? Mais vous avez bien noté que personne ne sait où et comment, puisqu'il y a 2 endroits possibles. Bon, donc, soit l'article 72, soit l'article 74. Emmanuel Macron a ouvert la porte à des discussions qui vont durer. Oui, encore une fois, comme toujours, dans Emmanuel Macron, vous avez de tout et son contraire. Je ne sais pas. À ce stade. Mais vous, quelle est votre position? Mais à ce stade, je pense que la République française est inindivisible. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de l'inscrire dans la Constitution? Mais encore une fois, je prends le problème globalement. Remettre dans la Constitution française la Corse ne règle aucun problème corse, s'il y a problème corse. Donc vous y êtes opposé? Non, je dis juste que moi je prends le problème dans le bon sens. Le problème, c'est pas dans la Constitution, c'est de savoir concrètement comment ça se passe. Aujourd'hui, la question, c'est le développement économique de la Corse. Travaillons sur ces pistes-là. C'est Rachid Temal, sénateur PS du Val d'Oise, qui est premier secrétaire par intérim du Parti Socialiste, qui est notre invité ce matin. Alors justement, vous êtes un des nouveaux visages du Parti Socialiste. Les Français vous connaissent peu. Le monde vous qualifie de mal-aimé du Parti Socialiste. Est-ce que c'est votre sentiment, ça? Non, c'est ni mon sentiment, ni celui des militants socialistes. Et d'ailleurs, j'invite, et quand la presse vient avec moi dans les départements, dans les fédérations, vous verrez que j'ai pas de soucis, et c'est pas ça. Donc voilà. Donc là c'est pas ce qui est d'ailleurs. Le titre est différent de ce qui est écrit à l'intérieur. Vous soyez rassurés. Je vais dans beaucoup de fédérations, encore dans l'Aveyron. J'étais il y a quelques jours à Nice, et tout se passe bien avec les militants. Et moi, ma responsabilité, c'est de faire avancer le Parti socialiste. D'abord, je rappelle, il y a quelques mois, on parlait de disparition. Aujourd'hui, on parle de congrès de l'avenir. Mais est-ce que c'est pas difficile de faire avancer le Parti socialiste quand la figure de proue, parce que vous êtes la figure de proue aujourd'hui d'une certaine manière de la rue de Solferino, quand les Français vous connaissent si mal? Moi, je fais l'intérim. Donc j'ai moins ce rapport-là, ou ce souci-là, j'allais dire. Oui, mais il faut quand même aller vers l'ouverture, pas simplement en interne. Mais pas de souci. Ce que je note, encore une fois, c'est qu'à 6 mois, la question était la disparition du Parti socialiste. Le travail que j'ai mené avec d'autres permet aujourd'hui de passer de cet état-là à faisons un congrès de l'avenir. Et il y a 4 prétendants. Vous voyez, c'est le congrès de l'avenir, le congrès de la dernière chance pour le Parti socialiste. C'est le congrès de l'unité et de l'avenir. Qui allez-vous soutenir? 4 prétendants. Vous savez, j'ai indiqué il y a quelques jours que je prendrai position, parce que je suis le premier des militants socialistes. Donc le moment venu, je prendrai position, mais évidemment... C'est quand le moment venu, Rachid Temal? Ce sera avant le 15 mars, soyez-en. Non, mais vous savez, j'ai aussi la responsabilité d'organiser les choses, donc il faut veiller à cela. Mais vous prendrez position quand même? Oui, je viens de répondre que je prendrai position. On va patienter. Mais après l'intérim, qu'est-ce qui se passera pour vous? Qu'est-ce qui se passera? D'abord, je suis sénateur, et puis j'ai bien l'intention de continuer à participer au débat d'idées, à la fois parce que je suis premier secrétaire fédéral dans ma fédération. Dans la direction, dans la nouvelle direction? Vous savez, moi, je ne suis pas attaché au poste. Je verrai le moment venu ce qu'il en est. En tout cas, le participer au débat d'idées, de repenser ce qu'est la social-démocratie, refaire en sorte que le Parti socialiste ait un rôle central dans la vie politique, qui travaille sur ce qu'est, à mon sens, son rôle historique, c'est l'émancipation individuelle et collective. Je le ferai. J'ai des idées, des propositions, le moment venu. Alors, la reconstruction s'annonce difficile au regard des dernières législatives partielles avancées qu'il y a eu le week-end dernier, où le Parti socialiste n'a même pas réussi à se qualifier pour le second tour. Est-ce que ça veut dire que, quand même, le Parti socialiste est toujours en crise? Alors, la reconstruction sera longue. Quand vous faites 6,36, c'est long. Bon, tout ça n'est pas... Mais ce même week-end, vous oubliez... la présidentielle, il faut le rappeler. La présidentielle, oui. Vous oubliez mais que lors de ce même week-end, il y a eu des municipales partielles que nous avons gagnées. Oui, il faut regarder globalement. Donc, le Parti socialiste commence à se relever. Il y a encore beaucoup de travail. Donc, ce travail-là, il doit être mené. Il sera mené. Mais encore une fois, les partielles
on a un mauvais score. Et puis vous pouvez rappeler également qu'à cette occasion-là, une fois les sondages passés, la réalité pour La République En Marche est arrivée. Vous êtes aussi sénateur Rachid Temal. Est-ce que vous craignez qu'après le congrès, des membres du groupe socialiste ici au Sénat le quittent pour aller vers La République En Marche? Je ne crois pas. Vous avez vu, le groupe socialiste au Sénat n'est pas favorable à ce qui se passe, puisque nous sommes opposés au budget, le texte sur l'éducation. Donc je n'ai pas cette crainte-là. Moi, ce que je note, c'est qu'avec le président Patrick Kanner, il y a un travail, il y a une organisation qui se met en place, il y a un collectif, et nous avons une capacité de débat en notre sein. Donc je n'ai pas de crainte de ce point de vue-là. Une question sur les socialistes qui sont membres du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian est encore membre du Parti socialiste ou non? Si je peux me permettre une correction, il n'y a aucun socialiste au gouvernement. Jean-Yves Le Drian non plus? Il n'est plus membre du Parti socialiste? Les choses sont simples. Vous avez régularisé. Nous sommes dans l'opposition à ce gouvernement. Et chaque jour qui passe me renforce dans cette conviction. Il pourrait voter. Vous êtes dans l'opposition au gouvernement, mais aujourd'hui vous nous dites qu'il n'a plus sa carte au Parti socialiste, Jean-Yves Le Drian. Il n'y a pas de socialiste dans ce gouvernement et aucun membre de ce gouvernement ne pourra donc voter au prochain congrès. Les JO. Je crois être clair et ça permet à chacun de sortir. Oui, si je peux me permettre, donc quand vous dites qu'il y a des socialistes, il n'y a pas de socialistes. Donc les choses, je crois, sont... Est-ce que ça a été difficile quand même d'acter la vente du siège du PS? Moi qui suis féru d'histoire et amoureux d'histoire en général, ça m'a fait quelque chose, effectivement. Pour autant, la question du socialisme ne se limite pas à des locaux, mais bien une idée et bien une vision de la France. Nous aurons dans quelques semaines un nouveau lieu, un nouveau siège national. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois Paris, nationalement, mais surtout chacun des territoires de notre pays. Rachid Temal, aujourd'hui s'ouvrent les JO d'hiver en Corée. Est-ce que vous attendez à une foison de médailles françaises? Est-ce que ça vous intéresse? Ça m'intéresse. Alors moi, je soutiens, comme à chaque fois, bien évidemment, l'équipe de France. Et je souhaite surtout qu'il y ait un maximum de médailles. Et après, aussi faire en sorte qu'on a quand même une tradition dans notre pays sur les Jeux d'hiver. Il faut que nous soyons à la hauteur, encore une fois, de l'image de notre pays. Quel sport vous intéresse particulièrement? Alors moi, je suis plutôt le bobsleigh. Voilà. Comme le prince de Monaco, alors, voilà, que vous avez reçu dans le territoire. Que je ne connais pas. Voilà. Merci Rachid Temal. Vous êtes premier secrétaire par intérim du Parti Socialiste. Vous êtes aussi sénateur du Val d'Oise. Merci d'avoir été notre invité ce matin. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci Zoé Cadio. Merci Oriane Mancini. Allez, Rachid Temal quitte ce plateau. C'est le premier secrétaire par intérim du Parti Socialiste qui était notre invité politique ce matin. Je réaccueille Guillaume Doyen de la Gazette des Communes qui en dirige les rédactions. Merci d'être là. Vous étiez là dans la première partie de cette matinale d'infos. Et j'accueille André Crétenant, qui est le directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui diffuse notre émission Territoire d'infos sur les 9 antennes de ce réseau à travers le monde. Bonjour André, merci d'être là. On démarre avec Nicolas Hulot. Un article publié aujourd'hui dans le magazine Hebdo révèle une affaire d'agression sexuelle présumée concernant Nicolas Hulot. Le ministre a choisi de s'exprimer hier avant la publication pour se défendre. Est-ce qu'il a eu raison au fond? Est-ce qu'il n'a pas donné beaucoup d'écho à tout ça, finalement, Guillaume Doyen? Je pense qu'il a eu raison d'en parler. Il devient absolument impossible dans le contexte dans lequel nous sommes de faire fi d'une affaire potentiellement aussi grave, quand bien même elle serait prescrite, puisque les faits dénoncés sont assez anciens. Donc oui, il doit s'exprimer là-dessus, le silence n'est plus possible, plus personne ne le souhaite, et je ne pense pas d'ailleurs que l'opinion publique le décrète coupable d'avance. Mais en revanche, les placards doivent s'ouvrir, on verra ce qu'on y trouvera, ce que la justice y trouve éventuellement, mais enfin poser les choses sur la table me semble la meilleure des solutions aujourd'hui. André Crétenant. Oui, j'aurais envie de dire, on ne commente pas les rumeurs, mais en l'occurrence, c'est le ministre lui-même qui sort du bois, comme on dit parfois. Je pense qu'il a raison de le faire. Je pense que cette affaire nous met mal à l'aise. Elle met mal à l'aise à la fois les médias, les journalistes, parce qu'au fond, cette rumeur courait dans les rédactions depuis déjà quelques semaines. On savait qu'à un moment donné, un média le sortirait. Elle nous met mal à l'aise. Elle met mal à l'aise aussi les politiques. Vous avez vu, autant à droite
qu'à gauche. Et donc, évidemment, c'est cette Rachid question... Temal, le premier secrétaire il a très bien, du Parti socialiste, a été très modéré bien sur cette répondu. question. Il faut que ce soit effectivement le droit qui parle. Il faut que ce soit la justice qui fasse son travail. Mais on est à nouveau dans ce monde particulier où désormais, avec les réseaux sociaux, la rumeur court très vite. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a aussi une certaine concurrence entre les médias qui fait que, tout à coup, un hebdomadaire profite de l'occasion pour faire un coup. Mais je constate que, pour l'instant, on a peu de faits. Beaucoup d'événements flous. Et ça me gêne. C'est pas ça le problème, dans votre phrase. Un hebdomadaire profite de cela pour faire un coup. Oui. Est-ce que c'est entendable, ça? Est-ce que c'est normal? Je pense que ce qui est le plus important, c'est les faits. C'est des faits avec un certain nombre de preuves et d'éléments. Et là, je trouve qu'on est encore beaucoup trop dans le flou. Et le sénateur, de ce point de vue-là, a très bien répondu. Rachid Temal. Police de sécurité du quotidien, Guillaume Doyen. Donc cette réforme de la police, de cette proximité, vous qui connaissez bien les élus locaux, c'est perçu comment par eux? Écoutez, ça m'a rajeuni, en fait, cette affaire-là. C'est les mots, c'est le débat, c'est les objections d'il y a 20 ans avec la police de proximité de Lionel Jospin, qui a disparu avec l'arrivée au pouvoir. Avec des terminologies différentes. Là, oui, un PSQ contre police de proximité, des policiers sur le terrain, oui, mais on n'a pas assez de moyens, oui, mais les voyous, etc. C'est une question de moyens et de redéploiement, a dit Rachid Temal. Oui, mais je pense que c'est une question de culture. Mettre en route une police de proximité dans un pays où, depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, maintenant la police est habituée finalement à l'interpellation, au saut de dessus, comme ils disent, au flagrant délit. C'est ça qui est valorisé aujourd'hui, bien plus que ce qu'on appelle la proximité. On peut lui donner 1000 noms. Ça ne se décrète pas. Il faut complètement modifier les pratiques de, je crois, 140 000 hommes et femmes qui constituent la police, quoi. Donc c'est extrêmement complexe. Donc on oublie, on ne parle que de moyens, non. Simplement, il faut changer les habitudes, il faut changer la façon de travailler, d'enquêter, etc. C'est très long. Je pense que ça va prendre du temps. Je pense qu'il faut passer, je dirais, d'une police du papier à une police plus numérique. Et vous savez très bien que si vous allez dans un commissariat déclarer un vol, vous en aurez pour 1h30 à remplir des papiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans les propositions du ministre de l'Intérieur, je trouve intéressant la question de l'évaluation de la police qui est souhaitée. Et je trouve que ça, c'est assez révolutionnaire si effectivement, par un moyen ou par un autre, les citoyens ont la possibilité de dire s'ils considèrent que, suite à telle ou telle affaire, ils considèrent que... Il y a déjà des formulaires dans les commissariats aujourd'hui. Oui, mais c'est peu... Savoir comment a-t-on été reçu, comment... C'est peu pratiqué pour l'instant, mais je pense que ça peut évoluer très favorablement. On passe à la Corse. Emmanuel Macron s'est rendu en Corse pendant 2 jours. Il a resté très ferme face aux revendications des nationalistes qui parlent, eux, d'une occasion manquée. Et il y a le problème de la co-officialité de la langue corse. André Crétan, ça vous... Pour moi, c'est incompréhensible, mais je suis d'une culture et d'une histoire totalement différente, qui est celle de la Confédération helvétique. Vous êtes suisse, hein, plusieurs langues coexistent, plusieurs langues officielles. Vous avez des cantons, vous avez l'allemand et vous avez le français. Du coup, vous avez 2 langues officielles et vous avez des fonctionnaires qui doivent travailler dans les 2 langues. J'ai une peine infinie, évidemment, à croire que la République une et indivisible est menacée si, dans une île à quelques encablures, effectivement, de Paris, vous avez une langue corse qui coexisterait de manière tout à fait officielle. Je pense que ça serait une reconnaissance, en fait, pour le peuple corse, pour cette culture corse, et j'ai énormément de peine. Je comprends, je ne suis pas du tout dans le même système politique. Je n'ai pas vécu dans le même système politique et je comprends que dans cette France jacobine, effectivement, tout le monde doit parler le français, ce qui est une chose, mais que ça mette en danger la République, ça j'ai une peine énorme à croire. Guillaume Doyen, là-dessus. Ça fait des siècles maintenant, j'ai bien des siècles, que la France se construit en arasant et les cultures régionales. La République a fait de grands efforts pour les faire
totalement disparaître, hein, les langues régionales. Absolument. Au milieu du 19e siècle, il y avait encore un Français sur deux qui n'était pas francophone. C'est absolument énorme. Tout l'effort qui a été fourni l'a été dans ce sens. Donc maintenant, ouvrir cette possibilité que vous évoquez, qui est peut-être une bonne possibilité, c'est ouvrir un saut vers l'inconnu, en fait, pour l'État français. L'État français qui ne s'est constitué que de la façon que je viens de décrire. Donc ils ne savent pas ce qui peut arriver. On peut faire coexister les deux choses ou pas, selon vous? Regardez le Pays Basque en France. La question, vous avez raison, la question, elle n'est pas que corse. Elle est basque, elle est bretonne, elle est alsacienne, elle peut être éventuellement dans le nord de la France, marginalement flamande ou néerlandophone, etc., si vous voulez. Mais derrière, ce que craint, c'est que d'autres revendications politiques s'ouvrent. Au-delà de la langue, finalement, il y a la capacité, la langue c'est le révélateur d'une identité, à prendre en main son destin et à faire des choix politiques. C'est vers la fédéralisation que ça... Enfin, c'est à ça qu'on pense, en fait, quand on s'oppose à en même temps, il y a un paradoxe incroyable, André Quatennens, c'est pas à vous que je vais le dire, c'est que la francophonie progresse énormément dans le monde. Vous êtes le troisième réseau de télévision du monde parce que francophone. Oui, mais ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que très souvent, dans un certain nombre de pays, vous avez le français qui coexiste avec d'autres langues et d'autres langues officielles. Donc, effectivement, la langue est un révélateur, mais elle est aussi une reconnaissance de valeurs, d'une culture. Et alors moi, je défends un autre point de vue. Je pense que ça porterait beaucoup, en fait, au peuple corse. Le fait de voir leur langue reconnue, je pense au contraire que ça apaiserait les choses et que peut-être, effectivement, la pression politique serait moindre. Un nouveau visage du Parti socialiste, Rachid Temal, ou appelé à disparaître? Il est premier secrétaire par intérim, mais il n'est pas candidat à sa propre succession, j'allais dire. Guillaume Doyen, il reste quelques secondes. Il faut d'abord qu'avant d'avoir un nouveau visage, il faut avoir un nouveau parti. Voilà. Donc voilà ma réponse. André Quatennens ? Bonne conclusion. Mais non, effectivement, je trouve dans l'interview, il était très serein et presque, voilà, même un peu optimiste sur la suite, ce qui est plutôt réjouissant, puisque le Parti socialiste a tellement de difficultés. C'était bien de voir quelqu'un qui croit en l'avenir. Merci beaucoup André Quatennens, qui dirige l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui diffuse Territoire d'Info sur les 9 antennes de ce réseau à travers le monde. Merci Guillaume Doyen, qui dirige la Gazette des communes, des départements et des régions. On passe au Zap Monde, justement. André Quatennens a résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de l'actualité dans le monde avec ce partenaire TV5 Monde. À tout de suite. Deir ez-Zor, dans l'Est syrien, a été frappé par les forces de la coalition internationale menée par les États-Unis. Ce raid a fait une centaine de victimes parmi les forces de l'armée syrienne pro-régime. Dans la journée, les Nations Unies se sont réunies pour discuter de la Syrie et d'un éventuel cessez-le-feu. L'ambassadeur russe a profité de l'occasion pour réagir à ce raid. C'est très regrettable. Nous poserons la question. Nous leur demanderons ce qu'il s'est passé pendant les consultations d'aujourd'hui. Ce sont quelques mots retirés qui font toute la différence. Les sages ont censuré le terme de nationalité française pour le droit à l'indemnisation des victimes de la guerre d'Algérie. Le Conseil constitutionnel a tranché. Toutes les personnes qui ont subi des actes de violence lors du conflit en Algérie pourront prétendre à une pension. Et ce, quelle que soit leur nationalité. Jusqu'ici, ce droit n'était réservé qu'aux seules victimes françaises. Une première. Sonia Okom-Essima est mère de 3 enfants. Mais sa dernière née, Ange, ne vit pas avec elle. Elle n'a pourtant que 5 mois. La petite fille est retenue depuis sa naissance dans la clinique privée où elle a été transférée quelques heures après son premier souffle. Le problème, sa mère ne peut honorer une facture de plus de 2 millions de francs CFA qu'elle doit à cette structure. L'engagement du président Bongo d'assurer la gratuité des frais d'accouchement est très attendu au Gabon. Mais elle ne sera valable que dans des centres de santé publics. Des structures déjà débordées qui seront plus encore sollicitées à la mise en place de cette décision. Plus qu'une jeune femme, c'est une icône nationale qui est exposée ici à Londres. Un portrait peint par l'artiste nigérian Ben Enwonwu,
Ce tableau, perdu de vue pendant plus de 40 ans, a été retrouvé récemment dans un appartement londonien. Sa beauté et son histoire lui ont donné une importante valeur. Estimé entre 226 000 et 339 000 euros, il sera mis en vente le 28 février prochain par la maison d'enchères Bonhams. Une vente retransmise en direct à Lagos pour que des acheteurs puissent se manifester et offrir au Nigeria l'opportunité de récupérer cette œuvre emblématique. Zap Monde de notre partenaire TV5 Monde. Merci à toute votre fidélité. Demain matin, je vous retrouve à 7h30 pour les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Puis on se retrouve évidemment lundi pour une nouvelle émission Territoire d'Info et le Journal des Territoires. Bon week-end à tous.